Bonjour. Bonjour. Excusez-nous pour ces quelques mouvements non volontaires. Merci de votre présence ce matin. On est vraiment ravis tous les quatre de vous présenter quelque chose sur lequel on a travaillé ces dernières années pour certains d'entre nous, ces derniers mois pour les autres, sur la base d'un constat assez simple. Moi, ça fait 25 ans que je crée des entreprises de nouvelles technologies en France. Et depuis 25 ans, quelle est la difficulté pour créer ces entreprises? Ce n'est pas d'avoir des idées, ce n'est pas de trouver du capital, c'est de trouver des talents, d'avoir les talents qui vont être à même de développer les logiciels dont on a besoin, quelles que soient ces initiatives. Alors, c'est un constat qui est partagé par les entreprises d'informatique. Si vous regardez les entreprises qui font de l'informatique en France, vous apercevez que 70% d'entre elles disent ne pas trouver les talents dont ils ont besoin. C'est-à-dire que ces entreprises sont bloquées dans leur développement et elles n'y arrivent pas. Il n'existe pas un secteur dans l'économie où ce constat ou un constat équivalent peut être fait. C'est vraiment dans ces entreprises qu'on a besoin d'informaticiens. On ne les trouve pas. Et alors, ce n'est pas seulement un problème pour nous, les entrepreneurs, c'est également un problème pour la France. On ne sait pas créer d'entreprises innovantes sans ces personnes. À côté de ça, l'économie numérique en France, c'est 25% de la croissance. Si vous regardez les États-Unis, c'est 40% de la croissance. Un chiffre beaucoup plus inquiétant, la France est la 5e puissance économique mondiale, alors que l'on n'est que la 20e puissance si on regarde l'économie numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos politiques, plutôt que de regarder vers l'avenir, ils passent leur temps à regarder par derrière. Donc ils vont tenter de sauver ce qui leur semble pouvoir être sauvable sans regarder vers l'avenir. Et au bout d'un moment, on va naturellement et directement vers le déclin. Si on retrouvait donc cette puissance, si la France devenait dans l'économie numérique la 5e puissance mondiale, on n'a plus de problème d'emploi en France, on n'a plus de problème de chômage. Et malheureusement, ce n'est pas ce que font nos politiques. Ce n'est pas un sujet franco-français, il y a des initiatives dans ce sens dans le monde entier. On paraphrase d'une manière assez habituelle Steve Jobs, et je vais le faire. Il disait quelque chose qui est assez simple. Si tout le monde... en fait, que le fait d'apprendre à programmer, c'est ce qui vous apprend à réfléchir, ce qui vous apprend à créer les choses. Donc, ce n'est pas un sujet franco-français. Il y a une initiative aux États-Unis qui s'appelle Code.org. Regardez. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, and none of us know how to read and write code. The first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I wrote a program to play tic-tac-toe. I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. You're just trying to make something, trying to transfer something from your mind to the computer or to a tablet it's an experience. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. Great coders are today's rock stars. That's it. On s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser la France dans cet état. Et on s'est dit autre chose, c'est que seule l'initiative privée peut faire avancer les choses. Si on se repose une nouvelle fois sous les pouvoirs publics, ils sont trop concentrés à essayer de sauver ce qui ne l'est pas. Donc ce n'est pas la peine de compter sur eux. Donc il faut, au travers de l'initiative privée, être capable de faire quelque chose de différent. Je connais Nicolas Sadirac depuis 20 ans. On a souvent échangé sur ces sujets. Nicolas était à l'origine des plus grandes écoles d'informatique en France, de l'EPITA, de l'EPITech, de la Web Academy. Ils font partie des gens qui font bouger le numérique en France, qui ont fait bouger le numérique en France. Alors, Nicolas, dans quel état est le système éducatif concernant ces sujets aujourd'hui? Bonjour, moi ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille dans le système éducatif. J'ai participé à plusieurs projets, des projets dans le public et dans le privé. Et le constat, c'est que le système n'arrive plus à répondre du tout à cet objectif de former des gens créatifs. Premièrement, d'abord, il n'a pas été créé pour ça. À l'origine, le système a été créé pour fabriquer les fonctionnaires de l'État dans un premier temps. Puis, au moment de la révolution industrielle, les ouvriers et les cadres. Et la première qualité qu'attend le système, c'est justement la normalité. C'est le fait d'être standard, de former un certain nombre de standards. D'ailleurs, le système de diplôme tel qu'il est fait conduit à fabriquer que des individus
standard et répétitif. Et dès qu'on sort de ce système, eh ben, on n'a pas les qualifications, on n'a pas les diplômes, donc on ne peut pas. Donc le système tel qu'il est structuré ne peut conduire qu'à fabriquer des gens standardisés. Or, l'industrie du numérique a besoin exactement du contraire, de gens individuels, capables de créer, capables d'inventer. Le deuxième point qui pose problème, c'est que ce système, aujourd'hui, il est en total divorce avec le fonctionnement des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes ont évolué, notre société a évolué, et elle refuse de plus en plus ce système totalement hiérarchique dans lequel on a un professeur qui va imposer une mode d'apprentissage, un mode de fonctionnement, des horaires, il y a des sonneries, on est très discipliné, on est limite à l'armée, et donc les jeunes ne peuvent plus supporter ce système-là. Et donc on arrive dans un système où aujourd'hui, en fin de compte, il n'y a pas de solution de réforme dans ce système, on est obligé de mettre en œuvre une vraie rupture et une révolution. À l'intérieur du système, on ne peut pas y arriver. Ce constat n'est pas, encore une fois, le nôtre seulement, il est partagé par beaucoup de monde, et regardez ce qu'en pense Ken Robinson au TED. Every education system in the world is being reformed at the moment, and it's not enough. Reform is no use anymore, because that's simply improving a broken model. What we need, and the word's been used many times during the course of the past few days, is not evolution, but a revolution in education. This has to be transformed into something else. One of the real challenges is to innovate fundamentally in education. Innovation is hard because it means doing something that people don't find very easy for the most part. It means challenging what we take for granted, things that we think are obvious. The great problem for reform or transformation is the tyranny of common sense. Donc, le résultat du système tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'on élimine 200 000 jeunes chaque année du système, qui sortent sans aucune qualification, sans aucun diplôme, sans même aucune reconnaissance. Or, c'est très certainement dans ces 200 000 qu'on a le plus de chances de trouver nos talents de demain et les gens qui vont fabriquer les entreprises innovantes de demain. Donc, la seule voie possible, c'est quoi? C'est de faire une révolution, c'est de tout changer. C'est de réussir à faire une révolution suffisante du système éducatif pour créer une nouvelle voie d'accès au succès qui permette à ces jeunes d'accéder au succès, de changer le paradigme. Donc qu'est-ce que l'on veut faire? On veut faire quelque chose qui soit tout sauf une école, quelque chose de différent, qui soit basé sur 3 piliers. Tout d'abord, c'est de créer un endroit qui repose sur une pédagogie réellement différente et réellement innovante. Le deuxième sujet, c'est d'avoir une ouverture à tous. Et le troisième, c'est d'avoir une infrastructure pour répondre à ces 2 besoins. Donc le premier sujet, c'est la pédagogie. Nicolas, en quoi on peut mettre en place une pédagogie différente? Donc on met en place une pédagogie qui va être profondément différente sur 3 axes. Donc le premier axe, ça va passer sur le fait d'intégrer le constat que la connaissance n'a plus d'importance. Au jour d'aujourd'hui, la connaissance, et particulièrement dans nos métiers technologiques, elle est accessible en permanence sur Google. Vous pouvez à tout moment tout trouver. Donc la compétence contenue en termes de connaissance n'a pas de sens. Okay? Ce qui est important, c'est la capacité d'utiliser cette connaissance et d'être actif dans cette connaissance, d'être capable d'en faire quelque chose. Donc on va, dès le début, fabriquer une pédagogie de projet. C'est-à-dire on va mettre l'étudiant, non pas passif à suivre un cours d'un professeur qui va lui transmettre son savoir, mais vraiment, dès le début, en train d'utiliser ce savoir. Et on s'est aperçu que quand on fait ça, non seulement on rend l'étudiant actif, mais en plus on le rend heureux. C'est-à-dire qu'il y a un vrai plaisir naturel au fait de découvrir et de manipuler des choses nouvelles et de créer. Donc ça fait une première étape. La deuxième étape, c'est de passer au-delà de ça. C'est-à-dire que le fait d'être capable de connaître des choses, d'être capable de trouver sur Google des informations, de les agréger, d'être capable de les utiliser et de réussir un projet, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, l'économie, elle n'est plus une économie de capacité à produire, elle est une économie de capacité à innover. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin que simplement être capable de faire, mais il faut être capable d'inventer. Et donc ça, on va le créer à travers une situation spécifique où on va mettre les étudiants dès le début en face de problématiques dont ils n'ont pas les solutions et où ils ne peuvent pas trouver les solutions, et on va leur demander d'inventer, et on va les mettre en situation de ce qu'on appelle les conflits psychocognitifs, où ils vont être obligés, par groupe, de trouver des solutions et donc de dépasser et de prendre à la fois confiance en eux et à la fois développer leur capacité de création. Donc on n'est plus dans une logique de réplica où on a un ensemble de connaissances qu'on veut amener aux gens, aux étudiants, on est vraiment dans une logique où on veut leur apprendre à créer des nouvelles compétences. Et le dernier point, ça va être de passer d'un apprentissage individuel à un apprentissage collectif. Aujourd'hui, on s'aperçoit que,
en fin de compte, la connaissance et l'apprentissage est naturel en groupe et elle fonctionne correctement en groupe. Or, le système scolaire fait tout le contraire. Typiquement, à l'école, quand vous travaillez à deux, on appelle ça tricher. C'est quand même assez embêtant parce que dans une entreprise, on va vous demander de collaborer. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la création, la capacité à innover, elle est toujours collaborative. Parce qu'elle demande des compétences de plein de nature et c'est le fait souvent d'avoir des gens de différentes natures qui créent la collectivité. Donc l'objet va être de fabriquer une école qui va être une école 2.0, une école peer-to-peer, où chacun va être non seulement acteur de sa propre compétence, mais de celle des autres. Et on va faire le même changement de paradigme qu'on a eu entre le logiciel et le logiciel libre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des développeurs et des communautés d'utilisateurs passives, on va intermêler les deux et on va fabriquer une vraie école peer-to-peer. Et on s'appuie sur un certain nombre d'expériences. Et regardez ce qui s'est passé avec M. Mitra en Inde, qui va vous montrer des résultats de cette nature-là. What is going to be the future of learning? What we need to look at is we need to look at learning as the product of educational self-organization. If you allow the educational process to self-organize, then learning emerges. It's not about making learning happen, it's about letting it happen. The teacher sets the process in motion, and then she stands back in awe and watches as learning happens. I think that's what all this is pointing at. But how will we know? How will we come to know? Well, I intend to build these self-organized learning environments. They are basically broadband, collaboration, and encouragement put together. I've tried this in many, many schools. That's being tried all over the world, and teachers sort of stand back and say, it just happens by itself? And I said, yeah, it happens by itself. How did you know that? And I said, you won't believe the children who told me and where they're from. Et alors, Nicolas, cette formation, cet apprentissage, il doit durer combien de temps? Alors, cet apprentissage, il va durer, en fin de compte, de façon variable en fonction de chaque individu. Donc, en fonction de ses capacités à apprendre, en fonction de ses objectifs, savoir s'il veut aller plus loin sur un certain domaine, s'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, la formation va durer entre 3 et 5 ans, voire même au-delà pendant certains cas. Et alors, au bout de ces 3 à 5 ans, qu'est-ce qu'on sait faire? Alors, on sait faire tous les métiers de la technologie, du numérique. Donc ça va être d'abord et avant tout des développeurs. Certainement, on aura les meilleurs développeurs, en tout cas en Europe et peut-être dans le monde, j'espère. Ça va être des gens qui vont être responsables de réseau, ça va être des gens qui vont créer des jeux vidéo, travailler dans la réalité augmentée, dans la sécurité. Mais surtout, avant tout, ce sont des gens qui vont être capables d'apprendre. Donc ils seront aussi capables de travailler dans les métiers de demain, voire même de les créer et de les inventer. C'est avant tout l'enjeu, parce qu'aujourd'hui, les métiers dans le numérique, dans 5 ans ou dans 10 ans, personne ne les connaît. Et 80% de nos étudiants, dans l'avenir, travailleront dans des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des webmasters? Non, ce n'est pas du tout des webmasters. Le webmaster est un métier qui est spécifique autour du contenu. Donc là, nous, on est bien sur la technologie. Donc là, le premier point, c'est d'avoir une pédagogie complètement différente que nous qualifions de révolutionnaire. La deuxième différence qui est fondamentale, qui est la base du projet, c'est l'ouverture à tous. Alors, Kwame, tu travailles depuis longtemps avec Nicolas et vous aviez mis en œuvre une initiative qui s'appelait la Web Academy. C'était quoi la Web Academy? Alors, la Web Academy, c'est une initiative qui a été lancée par Nicolas et François Bentanan. En fait, l'idée, c'était de prendre des gens qui étaient exclus du système scolaire. Comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, on a à peu près 200 000 personnes qui sont exclues du système scolaire. Et l'idée, c'était de se dire, on va les réintégrer dedans. Donc, on va prendre des gens qui n'ont pas le bac et on va, bon an, mal an, tenter de leur apporter un niveau bac plus 2. Et puis, quand on a commencé à travailler avec eux, on s'est rendu compte qu'en fait, ça répondait à ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient hyper créatifs, des gens qui avaient été rejetés par le système scolaire, mais qui au final, pour nous, informaticiens et dans le numérique, étaient des gens qui étaient très très bien. Et donc on s'est retrouvé en fait on s'est dit, on va prendre ces gens-là, puis on va les intégrer dans une filière d'excellence pour gens qui ont le bac et très avancés. Et en fait, on a obtenu des résultats hyper étonnants, des gens de très bon niveau. Alors on s'est retrouvé comme ça avec une jeune fille qui avait de la valeur ajoutée de vendre des hamsters dans une animalerie, qui du jour au lendemain, avec beaucoup de travail certes, a intégré une des plus grandes boîtes du numérique français. Elle travaille chez Free. Elle travaille chez Free, exactement. Donc c'est des gens qui sont effectivement qui pensent hors des standards et qui donc apportent cette innovation. Mais au-delà de ça, apporter cette innovation, ça passe également en fait par le milieu socio-professionnel dont vous êtes issus, aussi étonnant que cela puisse paraître.
Alors, si on regarde les chiffres de la France aujourd'hui dans l'éducation, c'est la cata. L'OCDE nous place en termes d'accélérateur social, comme au travers de l'éducation, comme l'avant-dernier pays. Il y a la Nouvelle-Zélande derrière nous, et puis après, il n'y a plus personne. Concrètement, ça veut dire que si je suis fils d'ouvrier, mon destin, il est simple. C'est ouvrier. Je serai ouvrier. J'ai Voilà. pas de chance. Enfin, il n'y a pas de pays dans le monde, à part la Nouvelle-Zélande, où j'ai plus ou moins de chance, on peut le voir comme ça. Malheureusement, non. Alors, je te conseille plutôt de faire du rugby. En Nouvelle-Zélande, Voilà, ça devrait mieux se passer. Donc, on a vraiment des résultats qui sont catastrophiques. On a quelques exemples concrets. Il y a à peu près 11% de boursiers qui intègrent une des plus grandes écoles françaises, c'est-à-dire Polytechnique, typiquement. Le précédent gouvernement avait demandé à ce que les grandes écoles, donc la conférence des grandes écoles, parce qu'en France, comme on aime beaucoup les normes, le fait d'être une grande école est normé. Donc le précédent gouvernement avait demandé à la conférence des grandes écoles d'intégrer 30% de boursiers par école. Ça a été refusé par la conférence des grandes écoles quand ça a été dit, sur un principe assez simple, c'est une question d'attribut de valeur. C'est-à-dire que le président de la conférence a répondu que l'attribut de valeur pour rentrer et faire Polytechnique n'était pas lié à votre niveau social. Et en fait, dans le milieu, pour répondre à la question que tu as posée au début, comment on va faire pour trouver des gens innovants, en fait, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce qu'on veut des gens qui vont penser différemment. Penser différemment, ça veut peut-être dire que puisqu'on a dans les grandes écoles, c'est-à-dire dans les métiers techno, on a besoin de gens qualifiés. Pour avoir des gens qualifiés, on va les chercher dans les grandes écoles. Et ceux qui viennent des grandes écoles viennent tous du même niveau socio-professionnel. Donc si vous voulez, quand on a fait la maternelle ensemble, la primaire ensemble, le collège ensemble, le lycée ensemble, la prépa ensemble et l'école d'ingénieurs ensemble, moi j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on fait pour penser différemment. Surtout si les parents se fréquentent le week-end. Alors surtout si les parents se fréquentent le week-end, qui passent à la manif le dimanche à 14h, on a des problèmes. Donc du coup, on va devoir faire des petits changements. Pour y arriver, alors moi j'ai des exemples assez concrets, je crois par exemple dans les télécoms tu te débrouilles, tu as ton petit niveau comme on dit. Moi je vois, tu as réuni une équipe d'une dizaine de personnes hyper hétérogènes, hyper hétéroclites, des gens qui venaient d'écoles d'ingénieurs d'ailleurs, des gens qui n'en venaient pas, des gens qui venaient d'écoles d'expertise, des gens sans diplôme, des gens qui ont à peine le bac, des gens auto-formés, et tout ça, ça a fait quoi ? Ça a généré la Freebox. Donc ça veut dire que la prochaine fois que quelqu'un va me dire la Freebox marche pas, c'est à cause d'une éleveuse de hamster. C'est ça l'esprit, non? C'est un peu On est ça pas le bien, problème. hein. Merci. Quoi. Donc, si tu veux, la problématique, c'est que donc on a une école qui est ultra normée. Si vous voulez faire ingénieur en France, si vous voulez ouvrir une école d'ingénieur en France, vous allez sur le site de la commission du titre d'ingénieur. Vous avez un doc épais comme ça téléchargé, et là, vous allez savoir comment est-ce qu'on fabrique une école d'ingénieur. Et donc, par définition, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment est-ce qu'on fait pour faire des gens innovants qui sortent d'une norme. Donc, soit vous êtes d'un côté comme ça, au travers du système scolaire français, où de toute façon, si vous n'avez pas des attributs de niveaux sociaux très élevés, vous ne pouvez pas réussir. Donc ça, c'est tout le monde qui le dit et c'est démontré. Ou alors, vous allez intégrer une école privée qui, effectivement, va pouvoir vous accepter, mais il y a un petit problème. En général, bon, ça c'est un problème qu'on connaît bien avec Nicolas, ça coûte à peu près 10 000 par an. Donc, en fait, on a le choix entre deux choses. Si je résume ce que tu dis, on a le choix entre des facultés ou une université qui, dans nos sujets, ne savent pas former convenablement ce type d'élèves, ou des écoles privées dans lesquelles le critère d'entrée, c'est l'argent, qui ne sont donc pas ouvertes à tous, et dans lequel on peut estimer que la formation, puisqu'elle est directement liée à l'argent, n'aura peut-être pas toute l'objectivité que l'on peut attendre dans le cursus et dans la reconnaissance des élèves. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut faire quelque chose pour changer ça ? je crois qu'il n'y a pas trop de solutions. Alors, comment faire ? La révolution, il faut la continuer. Donc, il faut faire la révolution sur deux axes qui nous semblent importants. Le premier, c'est de dire que tous les attributs de valeur qui ont été donnés par le système éducatif français jusqu'à maintenant ne nous intéressent pas. Parce que de toute façon, ils ne sont pas faits pour répondre aux problématiques qu'on a, nous, dans le numérique. Donc, que les gens aient le bac ou pas de diplôme, il faut les laisser rentrer dans l'école, il faut les laisser essayer. Surtout s'ils viennent effectivement de milieux qui sont particulièrement défavorisés. Il faut essayer de les faire rentrer pour qu'ils évoluent. Le deuxième axe qu'on a besoin, c'est que on est une école privée, et une école privée, d'habitude, c'est 10 000 par an, et si on veut que tout le monde rentre, il faut qu'elle soit gratuite, tout simplement. Donc c'est ça ce qu'on veut faire, c'est trouver des gens qui sont vraiment des gens qui ont un génie, une perception du monde qui n'est pas la perception classique, qui sont des gens rejetés par le système en particulier ou qui ne s'y sentent pas bien, et qui puissent intégrer l'établissement gratuitement pour montrer ce qu'ils savent faire. Alors, sur la base de ce sujet, combien on en forme par an ? Combien on sait en former par an ? Alors, il y a à peu près 5000 experts en informatique qui sortent par an en France. Si on veut avoir un vrai impact, il faut se rajouter 20% dans le système. Donc, il faudrait en sortir à peu près 1000. Donc, l'idée, c'est de former chaque année 1000 nouveaux jeunes
c'est d'essayer de générer en France chaque année 1000 génies. Et ces 1000 génies vont avoir un impact encore supérieur sur l'économie. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, pas d'entreprise de nouvelles technologies sans ces personnes, sans ces talents, sans ces génies. Et on pense qu'on a un facteur multiplicateur par 10. Savoir générer chaque année 1000 emplois, 1000 génies, va permettre de générer chaque année 10 000 emplois supplémentaires en France et va permettre à des entreprises qui n'auraient pas existé ou qui ne se seraient délocalisées de se créer en France. Nicolas, comment on fait pour les sélectionner, ces jeunes? Bien sûr, on ne va pas pouvoir les sélectionner sur l'argent, puisqu'on a dit qu'on devait l'ouvrir à tout le monde. En même temps, on ne peut pas les sélectionner sur les systèmes académiques. Donc on va mettre en place notre propre système. Donc il va se passer en 2 phases. Donc la première phase, on va la faire sur notre site web. Donc les futurs candidats pourront aller sur notre site web et remplir un certain nombre de questions, passer un certain nombre de jeux qui nous permettront de déterminer un certain nombre de compétences de base qui nous permettra de dire qu'ils ont le potentiel pour le faire. À partir de là, on va avoir à peu près 4000. On va sélectionner à peu près 4000 profils de gens qui nous paraissent avoir le potentiel. Après ça, on va les passer dans ce qu'on appelle dans notre jargon une piscine. Donc une piscine pour nous, c'est une phase d'1 mois dans laquelle on va faire de l'informatique de façon intensive, à peu près 15 heures par jour, tous les jours. Et à partir de là, ça va permettre de révéler les talents. On va faire ça pendant la période d'été, de telle sorte que les étudiants qui n'ont pas ces talents et qui puissent continuer sur des voies classiques. C'est-à-dire on va se mettre dans la zone qui est censée être la zone de vacances, de telle sorte que les gens puissent continuer leur scolarité normale s'ils sont inscrits dans un cursus universitaire ou s'ils se dirigent vers un cursus universitaire. Donc de telle sorte qu'on ne fabrique pas de situations qui puissent empêcher les gens de réussir. Voilà. Donc à l'issue de cette partie de piscine, donc qui va avoir lieu 4 fois, 4 fois 1000 étudiants, on sélectionnera les 1000 meilleurs. Et ces 1000 meilleurs, ils nous rejoindront en novembre. Et ces 1000 meilleurs, on les amènera à être au top du top en informatique. Alors, qui dit réussite technique dit infrastructure de haute qualité. Parce que si on veut réussir à motiver ces 1000 jeunes sélectionnés, il faut leur donner tous les outils. Alors, Florian, toi, tu gères depuis des années des infrastructures d'école. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Alors, projet unique, moyen unique, gratuit, mais haut de gamme. Donc pour ça, nous, on a créé ce qu'on a appelé notre Heart of Code. Pour commencer, on a fait simple. On a acheté un bâtiment dans Paris, intramuros, dans le 17e, plus de 4200 mètres carrés, entièrement repensé en dehors de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'éducation, qu'elle soit publique ou privée. Et au travers de ça, on a décidé aussi de faire un parc informatique de plus de 1000 postes, 1000 Apple iMac de dernière génération, 27 pouces, très haut de gamme. Tout ça, ce sera interconnecté en gigas, pour vous donner quelques chiffres, avec 10 gigas de transit Internet, redondé sur 2 des plus grands data centers de Paris. Et un point important, un étudiant, un poste. Tout le monde disposera du meilleur. Il n'a pas besoin d'acheter son ordinateur, on lui fournit contrairement à d'autres écoles. Il n'a rien besoin d'acheter, tout lui sera réellement gratuit et accessible. Donc c'est ouvert de quoi? 9h à 17h tous les jours? Non, on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en permanence. C'est-à-dire que samedi soir, 3h du matin, il y a une équipe samedi soir, pédagogique qui est là? Il y a des responsables pédagogues, des responsables techniques et bien sûr nos étudiants. Le bâtiment, l'architecture, entièrement pensé pour nourrir cette créativité, que les gens s'y sentent bien. Donc on a des espaces ouverts, des espaces de travail, des espaces de détente, des espaces pour échanger. On a aussi mis en place des espaces numériques et collaboratifs de travail basés sur des technos récentes, innovantes, qu'aucune école aujourd'hui n'utilise, même en Europe. Donc en gros, les élèves auront à disposition la meilleure infrastructure possible aujourd'hui. Et donc un bâtiment qui leur donne envie d'y aller, qui leur donne envie d'apprendre et qui met en place toute l'infrastructure nécessaire pour avoir... Un bâtiment pour être comme à la maison, voire plus. D'accord. Alors, au final, donc, je crois que vous l'avez compris, c'est une infrastructure qui est la meilleure possible, une pédagogie complètement innovante, une ouverture réelle à tous. Il fallait lui donner un nom. Florian, donc, oui. qu'est-ce qu'on lui a donné comme nom? Il fallait lui donner un nom. Donc cette formation, qui est tout sauf une école, avait besoin d'être identifiée. Et nous, on a un nom qui nous tient à cœur, qui est une référence à un auteur de science-fiction qui s'appelle Douglas Adams. Donc cette école, elle s'appelle 42. 42,
42 parce que pour nous, c'est notre réponse à ce que devrait être l'éducation aujourd'hui. Donc, on synthétise. 42, c'est quoi? C'est un endroit différent dans lequel on met en œuvre une pédagogie réellement innovante, dans laquelle on va permettre à tous, quels que soient ses moyens sociaux, même si on est au bout d'un parcours en échec scolaire, même si dans sa vie scolaire on a toujours eu 0, c'est potentiellement ouvert, et le tout dans une infrastructure de haute qualité. C'est disponible aujourd'hui. On va donc présélectionner 4000 personnes. Sur ces 4000 personnes, 1000 seront là à la rentrée en novembre. Comment on s'inscrit, Nicolas? C'est très simple. Dès maintenant, sur notre site, 42.fr, et c'est parti. Et donc, sélection pour cet été. Vraiment, merci d'être venu ce matin. C'est une initiative qui nous tient à cœur, vous le savez. J'aimerais remercier la Fondation Free qui nous a aidés à organiser cet événement et tous les gens qui, ces derniers mois et années, nous ont aidés à mettre en place cette initiative aujourd'hui. Puis une petite pensée à Arnaud et à sa famille, parce que je sais que tout va bien et je suis content pour lui. Voilà, on est à votre disposition pour toutes vos questions, quelles qu'elles soient. Il y a des micros, normalement. Ah. Comme il y a 3 personnes les unes d'à côté des autres qui ont 3 questions, avec un micro, ça va être super. 4. Merci. Bonjour, Emmanuel Trécol de l'AFP. Je voulais savoir comment allait être financée cette école. C'est un organisme à but non lucratif qui a été créé il y a quelques mois pour s'en occuper. Elle est financée par, pour l'instant, moi-même en totalité, mais on espère que d'autres entreprises viendront nous aider. L'idée, c'est que j'apporte le financement nécessaire pour les 10 années qui viennent et qu'ensuite le relais se crée naturellement avec les entreprises qui seront, et les élèves, s'ils veulent nous aider, qui seront là et qui, j'espère, seront devenus les génies que nous espérons. Bonjour, Delphine Cuny, La Tribune. Est-ce que vous allez faire de la discrimination positive dans la sélection ? Non, on ne va pas faire de discrimination positive pendant la sélection. Hein. C'est pas ça du tout l'objet. C'est une bonne question, mais c'est pas du tout ça ce qu'on souhaite faire. Ce qu'on souhaite faire, c'est permettre à des gens qui sont actuellement discriminés de réintégrer un cursus qui normalement aurait dû être assuré par l'État, qui ne le fait pas aujourd'hui. Et si le résultat, c'est que les gens qui sont sélectionnés, ce sont que des gens issus de milieux sociaux favorisés qui auraient pu rentrer dans une grande école d'ingénieurs ? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un petit retour d'expérience sur le sujet. Hein. C'est-à-dire qu'on ne vient pas d'arriver là en se disant « tiens, on monte une école ». Ça fait une vingtaine d'années qu'on est sur le cas, et ce ne sera pas le cas. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, on ne va pas tomber dans ce genre de travers. Emmanuel Delsol, l'usine Nouvelle. Comment est-ce que vous allez recruter les enseignants ou je ne sais pas comment vous les appelez, les accompagnants pédagogiques ? Donc, les enseignants et les accompagnants pédagogiques sont des gens qu'on connaît depuis longtemps. Donc, on est dans ce secteur, encore une fois, depuis très longtemps. Donc, on a déjà un réseau de gens qu'on connaît, qui ont l'habitude de fonctionner avec nous, à la fois du côté des entreprises avec lesquelles on travaille, puisque, comme je l'ai dit, cette formation est très active. Donc, elle implique aussi un travail collaboratif avec un grand nombre d'entreprises. Donc, on a déjà ce réseau et on est déjà en partenariat avec beaucoup d'entreprises. Et les intervenants sont aussi souvent en action. On a assez peu d'intervenants plein temps, on a beaucoup d'intervenants qui viennent d'entreprises et aussi un corps d'enseignants de base qu'on connaît déjà. Bonjour, je vais revenir sur les chiffres. Pour le financement, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres ? Notamment, c'est quoi le coût d'un étudiant dans cette école ? Et globalement, c'est combien de millions qui ont été investis dans ce projet, sachant qu'il y a une partie de démarrage avec un bâtiment, etc., et les fournitures, l'équipement, et les coûts de fonctionnement ensuite. On vous parle d'amour, vous nous répondez argent. Je reconnais Voilà. bien la Gaëlle. Journal économique, désolé. Hein. Pardon. La mise en place de la structure a coûté environ 20 millions d'euros, et on pense que le budget total pour 10 ans sera de l'ordre de 50 millions d'euros. Pour les 10 ans. Pour les 10 ans. Merci.
Bonjour. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le cursus, la façon de travailler, pédagogie par projet? Ah bon, d'accord. Je suis arrivée un tout petit peu en retard, donc vous l'avez peut-être dit. Donc, la pédagogie, c'est clairement une pédagogie par projet, mais avec une spécificité nouvelle, c'est une véritable notion de peer-to-peer, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à la capacité des étudiants de s'évaluer entre eux. Donc on va passer d'un système d'évaluation centralisé sur l'institution vers un système d'évaluation centralisé sur la communauté. Donc c'est un changement à ce niveau-là. Le programme pédagogique, lui, il suit tout le numérique, c'est-à-dire que ça va traiter aussi bien, bon, bien sûr la programmation qui est pour nous l'ABC, ou en tout cas le B.A.B.A. et de l'accès au numérique, mais aussi tout ce qui va toucher autour du réseau, les technologies de transmission, etc. Donc on va fabriquer des gens qui sont capables de répondre à toute problématique numérique. Bonjour, Laetitia Krupa, France 5. Est-ce que créer cette école, c'est pour vous une façon de faire mentir ceux qui vous appellent un passager clandestin? Je pense à Arnaud Montebourg et Madame Fleur Pellerin. Il y en a qui agissent et d'autres qui parlent. Nous, on essaye d'agir, on essaye d'être dans l'action et de faire bouger les choses. Ça a toujours été notre sujet depuis le premier jour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'essayer de se dire, vous êtes dans un pays qui est en train de perdre sa cinquième place sa cinquième place mondiale en termes de puissance économique. Et à ça, il faut y répondre d'une manière ou d'une autre. Et toute l'idée de tout ce que l'on peut faire, c'est toujours ça. Comment on adresse ce problème? Comment on fait pour que la France ne devienne pas, tendre très naturellement vers la 20e puissance économique mondiale qui est sa place dans le numérique. Et donc il faut y répondre, il faut mettre en œuvre des initiatives, d'autres en France essayent de travailler dans le même sens. On sait que la réponse ne vient pas et ne viendra pas des politiques, elle ne viendra que de l'initiative privée, celle-ci en est une. Mais qu'est-ce que vous répondez concrètement à M. Montebourg et Mme Pellerin qui Je crois qu'ils ne sont pas encore prononcés sur le sujet de cette école, je ne doute pas qu'ils le contesteront, parce qu'on risque peut-être de faire du chômage dans d'autres écoles, on peut trouver des idées différentes et variées, on peut toujours trouver des idées négatives. Mais vous savez, il y a des gens qui construisent et des gens qui parlent. Nous sommes du côté des gens qui construisent. Oui, mais quand ils disent de vous que vous êtes un passager clandestin dans les tribunes du Figaro, que répondez-vous? Je ne lis pas le Figaro. C'est une blague, je lis le Figaro, bien sûr. Bonjour, Pascal Saint-Lama, 01net. Est-ce que vous avez l'intention de rester sur Paris uniquement ou de vous développer sur la province? Je ne sais pas lequel de nous quatre est censé répondre à cette question. Vous, par exemple. Merci. Non, l'idée, c'est de commencer aujourd'hui sur Paris. C'est beaucoup de travail. Je sais que c'est facile de le présenter aujourd'hui, mais en amont, il y a énormément de travail. C'est une grosse infrastructure à mettre en place. Donc aujourd'hui, on est destiné à être sur Paris et à commencer sur Paris. Si après vous avez du succès, on peut toujours grossir de manière différente. Mais aujourd'hui, c'est vraiment de mettre cela en place et de voir le résultat et de voir ce que ça donne. Non, ça aujourd'hui, il n'y a pas de choses mises en place pour le faire. Ce sont des choses que l'on ne peut étudier qu'avec les infrastructures publiques, notamment la mairie de Paris, et ce ne sont pas des choses dont nous avons discuté à ce jour avec eux. Bonjour, Philippe Guerrier pour IT Expresso. Dans votre démarche, je voudrais savoir si vous souhaitiez dynamiser le marché des développeurs ou dynamiter le marché des écoles d'ingénieurs. Et dans votre démarche, est-ce qu'il y aura au bout du compte un diplôme avec une certification du coup homologuée par l'État? Comment ça se passe à la fin du cursus? Donc, aujourd'hui, nous ne visons absolument aucune certification, parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la certification nous imposerait des contraintes qui sont contraires à notre philosophie. Donc l'objectif de cette formation, ce n'est pas d'amener à un diplôme, mais d'amener à un métier et de fabriquer des gens qui vont à la fois travailler, créer et inventer les nouvelles entreprises du numérique de demain. Là, je parle en connaissance de cause. Les entreprises n'achètent pas un diplôme, elles achètent un savoir-faire. Quel que soit le diplôme, c'est le savoir-faire qui est acheté. Est-ce qu'on est capable de former chaque année 1000 personnes qui soient brillantissimes? Le problème du diplôme, au bout, ne se pose pas. S'il vous plaît. Ici, Florence Legrand, Les Numériques. Une question pratique. Y a-t-il une limite d'âge imposée pour déposer une inscription? Oui, donc aujourd'hui, on se limite à 18-30 ans. Pour des questions pratiques, à la fois pour 18 et 30 ans. Pour quelle raison? En dessous de 18 ans, ça pose des problèmes de réglementation assez compliqués en termes d'accueil de personnes. Et au-delà de 135 ans, ça pose un problème de cohérence sur la population pour l'instant. On y viendra vraisemblablement. On a besoin de développer des choses qu'on n'a pas encore mis en place. Et autre question, est-ce que vous avez déjà aujourd'hui des entreprises partenaires qui sont prêtes à accueillir des étudiants en stage, par exemple?
c'est moi. Donc, Pardon pour la question. On se pose la question de savoir qui répond. Non, on n'a pas aujourd'hui formalisé de partenariat, mais on a déjà été approché par un grand nombre d'entreprises. Et aujourd'hui, on est dans ce secteur depuis longtemps. Le problème ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on forme un étudiant correctement en informatique, on a entre 15 et 20 propositions de stage et d'embauche à la sortie. Dans ma vie passée, les étudiants en sortie, ils avaient 30 demandes de CDI. Donc on est dans une situation de pénurie. On n'est pas du tout en train de se demander où est-ce qu'on va les caser. C'est des entreprises qui se battent. À la sortie, j'ai bien compris, mais pendant les stages. Non, pendant première année stage dans les anciennes formations, on est à 14 demandes par étudiant. Donc on n'est pas du tout. Aujourd'hui, en première année, au bout d'un an, ils vont être capables de développer ce que les gens développent en sortie de 5 années d'études d'ingénieur. Donc on n'est pas du tout dans ce paradigme. On n'a aucun problème de placement. Le problème, il est à l'envers. C'est comment on trouve, comment les entreprises les trouvent, comment on les forme. Mais il n'y a pas du tout de problème de placement. Bonjour. Je voulais savoir si chez vous, par exemple chez Free, vous manquiez de codeurs, de développeurs. Et puis ensuite, je voulais savoir s'il y avait une forme de remboursement qui était prévue pour les frais de scolarité ou si c'était gratuit. Il n'y a pas de forme de remboursement qui soit prévue. Chez Free, on est toujours à la recherche de talents qu'on a toujours du mal à trouver. On sait que sur un certain nombre de nouveaux projets, on est bloqué ou on est en retard de par l'absence de ce type de profil. On cherche des gens. Si vous voulez, aujourd'hui, on a réussi à produire des gens qui font de l'informatique de qualité en visant 10% de la population ou 15% de la population nationale. Et on pense que ce sont des talents qu'ont ou n'ont pas les gens, qu'ont ou n'ont pas les jeunes. Et on veut étendre le réservoir, le vivier sur lequel on peut aller rechercher ces talents, et on pense pouvoir générer et trouver des génies comme ça ne s'est jamais vu en France. Et c'est ça le but, c'est d'aller trouver en France, d'aller générer chaque année des centaines de génies qui vont réussir ici à aider à la création d'entreprises innovantes. Une petite question pédagogique. Est-ce qu'il y a un grand nombre de cours en ligne? Est-ce que le télétravail est favorisé ou est-ce que l'idée est plutôt d'être dans le bouillon de culture, enfin d'être sur place? Il y a un grand nombre de cours en ligne, bien sûr, mais tout se passe sur place. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le cours, ça ne nous concerne pas. L'interaction entre l'étudiant et l'institution, elle ne se passe pas dans le cours. Aujourd'hui, on considère qu'il y a des systèmes de cours massivement en ligne. Vous pouvez accéder aux cours du MIT. C'est-à-dire aujourd'hui, avoir un cours sur un sujet technique, ça n'est plus du tout un problème. Vous avez des accès sur les meilleurs profs du monde en permanence. Donc la problématique, elle est très clairement de créer l'environnement dans lequel les étudiants vont évoluer. Donc là, c'est du présentiel. Donc on a besoin d'un lieu, on a besoin d'un lieu spécifique dans lequel on est capable de faire émerger cette convergence, cette capacité collaborative, cette capacité créative. Donc, alors que la partie purement de recherche d'information, aujourd'hui, elle est largement accessible. En plus, c'est en train de se développer de façon très massive. Donc il y a aujourd'hui des très grosses institutions comme le MIT, Stanford, qui mettent tous leurs cours en ligne et vous avez toutes les données possibles et imaginables. Donc aujourd'hui, avoir un prof qui fait un cours dans un amphi, c'est quasi ridicule, quoi. Parce que vous pouvez en même temps, d'ailleurs on le voit, moi-même je passe dans beaucoup d'universités, je vois des étudiants qui sont dans un cours, par exemple de physique, en train de regarder le cours de physique du MIT, alors qu'ils sont en Chine, par exemple. Ça m'est arrivé dernièrement. Donc aujourd'hui, à un moment donné, si vous voulez étudier un sujet, la meilleure réponse, elle est toujours sur le net, elle n'est jamais dans l'amphi. Enfin, sauf si vous êtes à l'endroit où vous avez le prix Nobel de physique, quoi. Ce qui est assez rare de pouvoir tous en même temps être à cet endroit. Donc aujourd'hui, on dispose tous du top du top. La question 2 ? Il y a aujourd'hui des ressources françaises aussi. Bon, maintenant, ceci dit, parler anglais, c'est quand même un truc utile aujourd'hui. Ça devient difficile de ne pas parler anglais. Oui, on enseignera l'anglais, bien sûr. Bonjour, Geneviève Petit Web. D'abord, je voulais vous féliciter parce que ça fait du bien d'avoir une initiative comme ça en France alors qu'on a une société complètement bloquée. Et je me demandais quoi dans votre parcours, Xavier Niel, a fait que vous avez cette envie. Est-ce que vous étiez un cancre? Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous avez des discussions? Moi, je trouve que ça serait intéressant d'avoir des discussions avec l'enseignement supérieur public et l'éducation nationale parce qu'on a absolument besoin de réformer les deux. Je vais vous décevoir, j'étais pas un cancre, ça aurait été bien pour l'image, mais c'est raté. Le seul cancre ici, c'est Florian, qui est l'exemple vivant, de ce qu'on vous a dit précédemment. C'est un garçon en échec scolaire et qui un jour intègre un cursus différent et réussit. C'est idiot, mais vous avez un exemple vivant. Moi, je suis content qu'il soit à côté de moi. Et merci pour votre question. Non, je crois que c'est une volonté
commune que l'on a de se dire qu'est-ce que l'on peut apporter à notre pays. Notre pays nous a aidés de manière différente à être ce que l'on est aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on peut lui donner, qu'est-ce qu'on peut lui rendre pour lui permettre d'évoluer dans le sens où on a envie qu'il évolue. Parce qu'on trouve que le sens dans lequel où il va aujourd'hui d'une manière politique, et c'est pas un sujet de droite ou de gauche, c'est un sujet général, on regarde derrière, on ne regarde pas devant. Donc on est en face de pays qui, eux, passent leur temps à avoir les yeux fixés vers l'avenir, et nous, on regarde derrière à essayer de sauver des emplois passés. On pense que c'est une erreur. Il faut le faire, mais d'une manière légère. Mais la chose la plus importante, c'est aider l'innovation et le développement de la France. Et donc, il faut mettre en place des initiatives pour faire cela. Quant à ce qui est de parler avec l'éducation nationale, on veut bien essayer. On l'a déjà fait beaucoup. C'est extrêmement compliqué. L'éducation nationale a des problèmes structurels qui sont bien au-delà de nos compétences et qui n'ont rien à voir. Il y a beaucoup de talents. On travaille, d'ailleurs, dans notre corps professionnel, on a des gens qui travaillent aussi à l'éducation nationale. Mais le problème, il est structurel. En fin de compte, c'est un corps qui se défend principalement du changement parce qu'il a un certain nombre d'avantages et il vit pour lui aujourd'hui. Il n'est là ni pour servir l'État, ni pour servir les jeunes. Il est purement là pour se conserver. Le problème, c'est qu'on ne peut plus... on est dans une période d'évolution qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. On évolue tellement vite que ces gros corps ont du mal à s'adapter à cette situation. Donc on est très loin d'être capable d'aider l'éducation nationale structurellement. Sur le fond de la pédagogie, elle est partagée par beaucoup de professeurs, moi je participe à beaucoup de congrès où le constat de ce qu'il faut faire, tout le monde est à peu près d'accord sur ce qu'il faut faire. Après, c'est le comment, et comment on fait changer les institutions qui sont finalement très politisées, pas au sens politique, mais politisées internes, qui bloquent complètement le processus. Parce qu'aujourd'hui, des rapports sur ce qu'il faut faire en termes pédagogiques, c'est pas ce qui manque. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Et tout le monde est à peu près d'accord sur les convergences, quoi. Vous êtes actionnaire et cofondateur d'une autre école Internet dont la scolarité est à 8 000 € par an, Palais-Brognard. 7 500. Bon, il me semble que c'était 8 000. Je voulais savoir comment ces deux écoles, ces deux projets vont cohabiter. Est-ce que vous allez assécher le vivier des génies et donc les élèves potentiels de votre autre école? Ce sont des formations extrêmement différentes. Là, ce que l'on cherche à former, ce sont des gens qui ont une capacité et un savoir-faire en programmation informatique. Ce que l'on cherche à répondre dans le cadre de l'EMI, c'est quelque chose de différent, c'est de former des gens qui sont plus proches du webmaster, de personnes capables de gérer les réseaux sociaux, des choses comme ça. C'est des formations vraiment, réellement différentes. Et puis on est sur des tailles un petit peu différentes, parce que l'EMI, c'est un peu moins de 150 élèves. Là, on parle d'un millier d'élèves par an. Donc c'est vraiment des sujets complètement différents que vous pouvez voir ou pas comme complémentaires. Et puis on n'est pas dans une logique de partage des talents. Aujourd'hui, la problématique, c'est de les créer. On manque de ressources. On n'est pas en train de se dire qu'il faut segmenter les ressources. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire... Aujourd'hui, la plupart des jeunes à qui on va s'adapter sont des jeunes qui sont sortis de ce système et qui, aujourd'hui, n'ont pas accès à la fois pour des questions financières, mais aussi pour des questions pédagogiques à ce genre de formation. Donc aujourd'hui, un jeune qui se présente à l'EMI, il doit avoir le bac, il doit avoir un certain nombre de choses, ce qui n'est pas notre cas. On est totalement en train de créer, on est dans un open space, on est vraiment sur un océan bleu où on a vraiment une nouvelle typologie à la fois d'étudiants et de formation. Donc on n'est pas du tout concurrent avec l'EMI ou avec quelques écoles déjà en place. Une dernière question. Juste là. S'il vous plaît. Bonjour, monsieur Niel. Bonjour. Je suis Patrice Dumoussel, je suis fondateur de l'EPITA. Je vois avec vous trois élèves issus d'un établissement que j'ai fondé il y a fort longtemps, dont Nicolas Sadirac. Vous ignorez que c'était un cancre, puisqu'il a été viré, puis repris à 3 reprises. N'est-ce pas, Nicolas? Ce que vous décrivez me comble dans la mesure où j'y retrouve les fondamentaux que j'avais essayé de mettre en place il y a maintenant 30 ans à EPITA. Mais vous n'avez pas encore vécu, je crois, ce à quoi j'ai eu à me confronter. Vous évoluez dans un système qui, que vous le vouliez ou non, est le système français qui intègre des diplômes, qui intègre des homologations. Vous indiquez former 1000 jeunes, soit, sans leur donner de titre certifié. Ça veut dire concrètement que vous ne leur permettez pas de rentrer dans les conventions collectives françaises. Soit, il y aura là-dedans quelques dizaines de génies que vous allez pouvoir identifier. Je le souhaite pour votre projet global. Maintenant, il en restera sans doute 900 ou 950 ou 800 qui vont avoir à s'insérer dans une problématique structurelle qui est déjà
malheureusement, enfin qui est toujours extrêmement forte dans ce pays. En second lieu, des établissements novateurs comme le vôtre, comme l'EPITA, pardonnez-moi Nicolas de le redire, existent depuis fort longtemps. Entendez-vous collaborer avec eux, et en particulier avec les structures qu'ils ont pu mettre en place sur des données économiques et des analyses sociales similaires à la vôtre? Je pense à Etna, dont je suis aussi créateur, comme vous le savez Nicolas, et qui, tout comme vous, propose des formations gratuites en Bac+5, certifiées, pour 250 élèves par an, ce qui n'est pas rien. Ceci a été annoncé il y a 2 mois. En dernier lieu, puisque je suis venu ici pour vous apporter en toute amitié la contradiction et la bienvenue dans notre secteur professionnel, si vous le voulez bien, j'aimerais vous rappeler que prendre des jeunes dans des conditions d'évaluation scolaire ou universitaire spécifiques, des choix d'ouverture, des choix de dynamisme, des choix de folie aussi. Toujours vous, Nicolas, que je connais bien, je vous ai admis, vous le savez fort bien, alors que vous aviez un profil extrêmement spécifique. Et je ne le regrette pas, la preuve, vous êtes là. Mais il n'empêche que la culture générale, pas au sens littéraire nécessairement, au sens de l'ouverture sur le monde, est un des éléments que l'on rencontre dans l'enseignement supérieur en France, et ceci depuis plusieurs siècles, depuis Montaigne. Et je vois mal à ce qu'il y ait création, même avec Bill, hein, s'il n'y a pas d'ouverture sociale, d'ouverture culturelle, d'apprentissage des données politiques, des données littéraires et des données scientifiques. Loin de moi l'idée de faire l'apologie des prépas traditionnels. Je les ai réfutés dans mes établissements. Mais cependant, la culture et l'éloge de la différence font partie des éléments fondamentaux. Comment comptez-vous le faire dès lors que votre sélection est basée principalement, voire exclusivement, si j'ai bien compris, sur des évaluations automatisées qui excluent, hormis la piscine, dont je connais la nature évidemment, toute appréciation personnelle? Et comment comptez-vous avoir cette créativité avec des jeunes que vous allez prendre bon an, mal an à la sortie du bac et qui n'auront pas, sur une période de 3 ans, vous savez parfaitement, dans un système de formation technique, le temps de se former et d'apprécier ce qu'est la culture et donc de comprendre le fond des problématiques auxquelles ils vont être confrontés. Merci. Je crois que le premier sujet qui est extrêmement important, et merci de votre présence, je suis ravi qu'on vous ait invité, le premier sujet qui me paraît important, c'est que moi, il y a quelque chose qui me paraît scandaleux, toujours, et qui est valable dans toutes mes initiatives, c'est qu'à partir du moment où l'école, où la formation devient un business, ça ne marche plus. Et c'est tout le contraire de ce que l'on souhaite faire. Aujourd'hui, il existe un certain nombre d'écoles d'informatique privées dont la finalité, alors on peut avoir une petite initiative sociale sur le côté pour faire beau, dont la finalité est de gagner de l'argent et d'enrichir des gens. Et ça, je pense que c'est un modèle des années 80 qui n'est pas adapté à aujourd'hui. Aujourd'hui, on cherche à avoir un modèle ouvert. On ne cherche pas à avoir des jeunes qui ont le bac ou qui ont eu le bac. On cherche à avoir des jeunes qui sont potentiellement en échec scolaire, qui sont des talents. Et d'identifier ces talents et de les faire monter. Et de les faire monter, vous me parliez du diplôme, mais chez Free, on n'aurait pas créé la Freebox, c'était ce que vous disiez tout à l'heure, Kwame, on n'aurait pas créé la Freebox si on avait pris des gens qui avaient le bac et une école d'ingénieur normale. C'est parce qu'on prend des jeunes qui sont des éleveurs de hamsters à la base, qui sont différents et qu'on les met ensemble et qu'on les fait collaborer, que l'on crée quelque chose de différent. Donc l'image de l'école ou des écoles qui ont pu être créées dans les années 80, je pense, est différente de ce que l'on peut faire. Elle peut être complémentaire, potentiellement. Je pense qu'on a besoin de former des talents de manière différente. Certaines écoles privées s'adressent à 15% de la population. Nous, on s'adresse à 100% de la population parce qu'on estime que sur ces 85 autres pourcents, on a un vivier de gens brillants et qui va le réussir et qu'il va falloir faire émerger. On n'est pas là pour faire un débat. Je pense qu'il y a d'autres questions. Je vous en remercie. Vous avez évoqué l'initiative code.org. Est-ce que vous pensez plus généralement qu'il faudrait apprendre à programmer beaucoup plus tôt à l'école
Je sais que Tarek Krim Oui. milite en faveur d'une telle initiative. À partir de quel âge? Est-ce que vous avez appris à vos enfants à programmer très tôt? Alors, dans le temps, on avait un langage, je ne sais plus comment ça s'appelait, je ne sais pas si tu te souviens. Le logo, c'était drôle. Donc, il y a 30 ans, 40 ans, on apprenait déjà à programmer à l'école. Donc, je m'en souviens, ce n'était pas brillant. Oui, question, oui, leur apprendre. Et on sera certainement acteur dans ce domaine-là, parce qu'on a un laboratoire à l'intérieur de l'école d'éducation à la programmation pour une communauté beaucoup plus large que celle de nos jeunes. Là, on est obligé finalement de prendre des gens qui ont déjà suivi le cursus. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de démarrer sur des enfants de 6 ans ou 7 ans, parce que ça serait trop long pour redresser, pour obtenir les talents, et la France n'a peut-être pas le temps. Mais on va effectivement se lancer dans ce genre de choses, parce que c'est aussi un enjeu encore plus important, parce que comme le disait Steve Jobs, c'est une autre façon de penser, et c'est celle qui permet d'avoir les clés de l'avenir. De structurer la pensée. Et la culture, elle est plurielle. Donc la culture numérique, c'est aussi une autre culture. Okay, et c'est vrai que Montaigne, c'est sympa, mais il y a quand même un petit moment. Quoi. Hein. Donc aujourd'hui, on a vraiment une autre culture qui est celle des geeks, et c'est elle qui a inventé Facebook, Google, etc. Merci de votre présence. On est à votre disposition par email, et puis à bientôt. Merci.